En cette actualité brûlante où Marine Le Pen a annoncé pouvoir se présenter à la présidentielle et donc le faire, nous allons revenir sur une analyse complète que nous avions faite sur le vote RN dans les campagnes. Nous avions pris comme exemple Lumière Laprès, qui est une chroniqueuse de chez Baxit et qui est de la branche de la gauche, voilà, cette gauche progressiste, qui trouve que l'extrême droite c'est méchant, mais qui jamais ne se pose la question réelle du projet politique qu'on propose en face. Dans cette vidéo, nous avions fait une analyse assez complète du pacte raciste, de comment le vote RN est vraiment la conséquence des politiques de la pénurie qui ont été mises en place par le capitalisme néolibéral ces dernières décennies. Comment le fait de nous avoir martelé qu'il n'y avait pas d'alternative et qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde crée consubstantiellement du racisme et du vote à l'extrême droite. Et surtout, du coup, comment on peut réellement combattre ce vote d'extrême droite, le faire reculer, prendre le pouvoir à sa place et mettre en place le glorieux communisme, car comme l'a dit Rosa Luxembourg il y a déjà fort longtemps, mais elle avait fort raison. À la fin, ce sera eux contre nous, socialisme ou barbarie. Ici, à la pas du team, nous avons bien sûr choisi et nous allons vous donner des arguments pour que vous puissiez choisir aussi. On vous laisse avec cette vidéo. À plus tout le monde. La gauche a-t-elle définitivement abandonné les campagnes qui sont maintenant un énorme nid de fascistes et on ne peut absolument rien y faire? C'est la question que nous allons nous poser pour savoir comment nous allons pouvoir enfin avoir une gauche radicale au pouvoir en France. Et donc il faut aller regarder tous les endroits où il y a des potentialités, des possibilités progressistes, où est-ce qu'on peut amener les gens et les emmener vers un projet qui soit un projet de transformation radicale de la société. Nous, à notre goût, un projet communiste. Nous allons regarder tout ça avec un extrait de Lumière Laprès, encore elle. Si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé parce que c'est une chroniqueuse du plateau de Baxit et elle avait expliqué que les classes populaires rurales blanches votent PS plutôt que LFI. On avait beaucoup démonté cet argumentaire. Mais globalement, ce que raconte Lumière Laprès nous intéresse beaucoup car il s'agit d'une militante qui a fait le choix d'aller dans ces zones rurales qui votent fortement RN, dont elle est originaire, et d'essayer de se poser la question de pourquoi les gens votent comme ça et comment on fait pour que la gauche puisse progresser dans ces endroits. Nous allons aussi, je vous tease un petit peu, mais sortir des données de Thomas Piketty. Nous allons aussi sortir du Benoît Coquart. Nous allons faire un Lumière l'après versus Benoît Coquart versus la pas du team. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on aille traiter toute la ruralité de gros fascistes? Non, je vais pas faire ça, Zoé, parce que déjà, ça peut me poser des problèmes, mais non, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on va en parler parce que c'est un truc qui, après les municipales là, qu'on va pouvoir analyser, ça donne des choses. On va regarder ce qu'on a déjà comme données. On sait que ça va être décisif pour 2027, pour la France insoumise. Son projet peut répondre aux territoires ruraux. Son problème, c'est de le diffuser. Voilà, c'est un parti qui est jeune, qui est pas implanté, qui est pas forcément mis en avant par les relais médiatiques ou les types de relais qu'on peut avoir dans la ruralité, mais c'est vraiment quelque chose qui est décisif, parce que si c'est pas au premier tour, ce sera au deuxième tour qu'on aura besoin de gens qui choisissent entre nous on le sait à l'avance, hein, le RN ou la France Insoumise, et c'est effectivement là qu'il y aura un clivage. Il y a, tu sais, dans la prophétie alternative, un débat si c'est Hollande contre Mélenchon au second tour. Bon, bah là, ça sert à rien de conquérir la ruralité. Je pense que Mélenchon aura gagné d'avance. Mais parce que vraiment, c'est des territoires, je pense que tu connais ça encore mieux que moi, qui vraiment sont déjà, comme on dit, moïsés, ne croient plus du tout, on l'avait vu pendant les Gilets jaunes, etc., ne croient plus du tout dans le macronisme, dans le centre, dans les anciens partis et tout. Mais effectivement, aujourd'hui, leur alternative, on le voit, pour ceux qui votent, hein, ce qui n'est pas forcément le cas, mais leur alternative, qui s'est quand même un peu implantée, incrustée dans leur tête, c'est le RN. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que le RN semble résoudre comme problème chez eux? On va voir l'analyse de Lumière et puis on va donner la nôtre. Et en fait, comment on va montrer que en fait, le RN n'est pas la solution à leurs problèmes et que la solution à leurs problèmes, c'est plutôt le pacte égalitaire. Donc c'est un vrai enjeu, là, de transformation politique, quoi. Et la transformation du monde et du social, comme on l'a déjà dit plein de fois, ça commence par transformer des gens, voilà. Et on transforme des gens de manière collective en s'organisant, en allant à la rencontre des gens. C'est comme ça que ça marche, quoi. Là, on va se regarder un extrait qu'on a gardé de côté depuis quelques semaines. C'est un extrait qui est reposté par Fakir, le journal de François Ruffin, et ce n'est pas du tout un hasard que ça soit eux qui le repostent. Et c'est un extrait de l'émission C'est ce soir, où Lumière vient parler de ces personnes en ruralité qui ne se sentent plus représentées par la politique et comment faire pour aller leur proposer un projet politique de gauche qui leur parle. Vous allez voir, il y a
plein de trucs à dire. L'extrait s'intitule « Lumire l'après : les gens ne tombent pas dans l'escarcelle du RN parce qu'ils sont fascistes ». On peut parler d'immigration, etc. Moi, je sais pourquoi mes proches, ils votent de plus en plus pour le RN. Ils votent de plus en plus pour le RN parce qu'ils travaillent en 3-8 et qu'au 15 du mois, ils sont à découvert. Ils votent par le RN parce que leurs enfants, ils et elles, sont en situation de handicap et ils n'ont pas d'AESH. Ils votent pour le RN parce qu'ils payent toujours autant d'impôts à la fin du mois, or ils ont toujours moins de services publics. On le sait, c'est documenté. La disparition des services publics est un corollaire absolu, immédiat d'une augmentation du vote pour le RN. Donc moi j'ai envie de dire à celles et ceux qui sont tentés par ce vote, regardez ce que vote le RN. Regardez ce que vote le RN sur la loi du plomb. Elle vote pour. C'est très précis parce que c'est comme Ruffin. C'est des gens qui vont dire non mais regardez, ils ont des considérations matérielles, donc ça veut dire qu'ils sont pas racistes. Et en fait, comme si les deux s'opposaient. En fait, comme si en fait les racistes c'était des gens qui n'avaient pas de problème matériel et qui étaient parasités dans leur tête par des idées qui flottaient au-dessus du monde, voilà. Et de l'autre côté, des gens qui, parce qu'ils ont des problèmes matériels, ne pourraient pas être racistes ou leur racisme n'existerait que de manière superflue ou marginale. En fait, ça, pour le coup, ça n'a pas de sens. Ça, pour le coup, ça n'a pas de sens. Les deux sont reliés. Donc en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans le crâne, c'est que la façon dont on incarne certaines idées racistes vient de problèmes matériels qu'on tend à résoudre. Le racisme n'existe pas par hasard, il n'existe pas tombé du ciel. Le racisme, il n'existe pas si il ne résout pas un problème. Le racisme, il résout un problème de dire qui a et qui n'a pas. Voilà. Et ce que vient de dire Lumière, là, c'est ce que nous on explique. Les gens populaires vivent dans la pénurie de plus en plus, dans la violence. On leur en enlève. Ils en ont de moins en moins. Ils ont de moins en moins d'avenir. Et donc, que fait le RN ? Il leur explique que la résolution de ce problème, c'est d'en enlever à certains, pour même pas en avoir plus pour vous, mais au moins en maintenir pour vous. C'est-à-dire gérer la pénurie. Donc, il n'y a pas de dire « Ah, mais parce qu'ils gèrent la pénurie, donc ça veut dire que leur racisme est secondaire ?» Non. Ça veut dire que le racisme, il sera toujours là quand il faut hiérarchiser des gens. Le jour où il n'y aura plus du tout d'efficacité, d'efficience, de résolution de problèmes, sinon vous n'êtes pas matérialiste, le jour où le racisme, comme le sexisme, etc., n'aura plus aucune efficacité dans la société, il disparaîtra. Comme aujourd'hui, la noblesse, tu vois ce que je veux dire, et le tiers-état ont été là pendant des centaines d'années. Ça paraissait inconcevable qu'il n'y ait plus de nobles et plus de serfs. Et ben, ça a disparu parce qu'on a transformé le mode de production où ces rapports-là entre les gens, ces hiérarchies-là entre les gens n'ont plus aucune efficacité et aucune logique, quoi. Alors, on va la laisser continuer parce que là, on tombe dans le truc de, en fait, le RN, il faut les débunker. Exactement. Regarde, avec la Macronie et avec la droite. Regardez ce que vote le RN sur la régulation de la liberté d'installation des médecins. Regardez ce que vote le RN sur la taxation des plus hauts patrimoines. Parce que si on écoute seulement les joutes médiatiques dans lesquelles les politiques se vautrent à longueur de journée pour essayer de tirer leur épingle du jeu, on n'y voit pas clair. Et c'est terrible parce que c'est pourtant leur métier. En fait, je dis débunkage du RN, là, comprenez-moi bien, moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Tu vois. Tout le constat qu'elle fait, dire que la corrélation à la perte des services publics, etc., nanana, fait monter le RN et tout, oui, évidemment. Et là, le truc de dire, en fait, le RN a une politique qui est une politique antisociale, et quand on est des classes populaires, quand on est prolétaire, en fait, notre intérêt n'est pas tellement de voter là. Mais c'est, comment dire, c'est daté. Ça fait 20 ans qu'on débunk l'extrême droite dans ce pays. Ça fait 20 ans qu'on dit « Ah là là, regardez, en fait, selon les chiffres, etc., l'immigration, en fait, ça rapporte plus que ça ne coûte, etc. » Moi, je dis pas que c'est inutile de faire ce travail-là. Il faut le faire, notamment, il faut le faire pour nous, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir construire un projet politique en face, etc. Mais bon, surtout les trucs de débunkage de l'immigration et tout, souvent en sous-texte, moi, il y a un espèce de truc qui me gêne comme si, en fait, si l'immigration coûtait, entre guillemets, du coup, ça justifierait de mener des politiques où on ne régularise pas les sans-papiers, etc. Alors, à mes yeux, non, c'est comme, tu sais, on a les mêmes problèmes dans le système de soins. Hein. Quand on dit, oui, nanana, en fait, il faut lutter contre les pesticides, parce que les pesticides, ça donne des cancers, et que ça coûte à la sécurité sociale. Même pour moi, tu vois, la manière de présenter le chemin de pensée, je comprends pourquoi, mais en fait, vous vous mettez déjà dans l'état d'esprit de la pénurie. Exactement. Comme ça. Quand tu raisonnes en termes de coûts, tu raisonnes en termes néolibéral et t'as déjà perdu la bataille. C'est tout. Exactement. Et là, tu vois, d'aller dire le RN vote pour les plus revenus, le RN machin, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens le savent. C'est pas vrai que les gens ne savent pas.
Les gens le savent, ça. C'est répété par des politiques de gauche, dans les médias, etc. Alors, c'est dans un brouhaha médiatique où on raconte absolument n'importe quoi tout le temps. Là, je comprends, tu vois ce qu'elle dit. Oui, ça manque de clarté, ça manque de clarification. Mais on est dans une période de crise, en fait. On est dans une période de fin de cycle du capitalisme. On est dans une recomposition complète des blocs politiques. Donc, évidemment, chacun tire son épingle du jeu, raconte plus ou moins n'importe quoi et tout ça. En fait, avoir un espèce de vœu pieux de se dire, un jour, on dira la vérité et on regardera juste les programmes et comment les gens votent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire advenir la meilleure des politiques, c'est se planter de stratégie sur comment il faut attaquer ce problème. L'extrême droite ne se combat pas en la débunkant. L'extrême droite se combat en proposant mieux en face avec un affrontement frontal avec elle. C'est comme ça qu'on bat l'extrême droite. Et c'est exactement ça, c'est comment on offre une alternative politique aux solutions qu'elle semble apporter. Voilà. Le problème, c'est que les gens, ils ne comprennent pas ça. Quand tu leur dis « oui, mais la ESH, oui, mais machin », parce qu'en fait, ils ont une solution bien meilleure que tous tes débunkages, Lumière. Ça s'appelle le racisme. Ça s'appelle le racisme. La solution raciste ou préférence nationale ou ce que tu veux leur semble évidente et elle l'est. Il y a 1 000 €, au lieu d'en donner 500 à quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'est pas français, et 500 à un français, on en donne 1 000 et 0. Voilà, c'est simple. Et ça transcende tout le reste de ce qu'ils peuvent voter sur la retraite à 60 ans, etc. Ça résout le problème de fond de la pénurie. Voilà, c'est ça que le racisme apporte. Et tout le reste, c'est du bavardage. Donc la question, c'est comment on fait en sorte que le racisme soit un ordre social, une matérialité sociale, une hiérarchie sociale qui apparaissent comme dépassées et inefficaces auprès de gens qui vivent la pénurie, quoi. Une grande majorité des gens veulent la même chose et moi je suis bien placée pour le savoir, les gens avec qui je travaille, ils sont... Tiens, tu vois, là c'est typique. Elle se trompe dans ce qu'elle dit. Elle dit ils veulent la même chose. Non, ils ont le même problème. C'est pas la même chose de savoir, tu vois. Ils ont le même problème de salaire de merde, le même problème de manque de services publics, etc. Ils ne veulent pas la même chose. La même chose, c'est comment on va remettre plus de services publics et des meilleurs salaires. Et ça, c'est racisme ou égalitarisme. C'est l'un ou l'autre, il va falloir choisir. Et donc, elle confond les causes et les conséquences. En majorité encore, mais assez largement, en train de tomber dans l'escarcelle du RN. Et c'est pas parce qu'ils sont néo-nazis ou parce qu'ils sont fascistes. C'est parce qu'ils se sentent profondément... En fait, l'immense majorité des racistes ne sont pas néo-nazis et fascistes. C'est ça la vérité, en fait. Il y a une forme de racisme qui n'est pas un racisme Henri de Lesquen. Henri de Lesquen, pour ceux qui ne connaissent pas ça, un mec d'extrême droite, un noble, qui vraiment, lui, qui était pas mal connu sur Internet et tout, et qui a vraiment une vision racialiste. Enfin voilà, il est pour qu'on mesure les crânes pour savoir à quelle race vous appartenez et tout. Enfin, c'est vraiment un zinzin, quoi. Vous avez ce genre de gars. Vous avez des gars comme Quentin de Ranc, tu vois. Quentin de Ranc, on a vu, allez voir la capsule qui a été faite là-dessus il y a pas longtemps, ces tweets sortis par Mediapart où le gars est vraiment un mec converti à la pensée d'extrême droite historique. Il connaît son histoire, il sait très très bien ce que les nazis ont fait à la Shoah, il trouve ça super, etc. Enfin voilà. Ça, c'est une toute petite partie des gens racistes. L'immense majorité des gens racistes ne sont pas des néo-nazis ou des fascistes. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que du coup, l'enjeu ne va pas être d'aller débunker la pensée, etc. L'enjeu va être de se poser la question de quelle solution est à proposer à ces personnes. Incompris, non représentés, et qu'ils et elles cherchent une solution politique à leurs problèmes très réels. Moi, dans mon coin, par exemple, la plaine de... Elle n'arrive pas à faire le lien entre le racisme et... Mais même si c'était néo-nazi, en fait, on n'est pas néo-nazi. Néo-nazi, c'est pas comme la couleur des cheveux, ou tu vois ce que je veux dire, ou la couleur des yeux, c'est pas un truc préconscient, anti-historique, voilà. Il y a une explication historique, intellectuelle, matérielle au fait de devenir nazi. C'est des degrés de quantification par rapport à une vision hiérarchisée de la race, etc. Mais même ça mérite de s'expliquer. Non, elle dit, il y a des racistes qui sont racistes, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais eux, de toute façon, ils sont racistes, ils sont nazis, on n'en fera rien. Et puis il y a des gens, ils votent RN, mais ils sont pas du tout racistes, c'est parce qu'en fait ils ont pas assez à la fin du mois. Mais non, cette dichotomie n'a pas de sens. Quand vous votez RN, vous trouvez que le racisme est la bonne solution pour gérer la pénurie dans la société. Donc, de fait, vous êtes raciste. Ça veut pas dire que vous serez raciste toute votre vie, ça veut pas dire que vous pouvez pas changer, ça veut pas dire que vous avez un chromosome de racisme, ça veut pas dire... Voilà. Et ça, c'est deux visions de gauche. La gauche Ruffin, qu'elle incarne,
Il y a des gens qui votent RN mais qui sont pas racistes, donc ils sont bien. Tu sais, les fâchés, pas fachos, là, tu vois, dans lequel Mélenchon est un peu tombé des fois. Et puis une autre gauche un peu moraliste, quoi, tu vois. La gauche, tu vois, ils sont racistes et du coup, on peut plus rien faire pour eux. La gauche, tu sais, Walking Dead, quoi, tu vois, c'est des zombies et voilà. Faut juste s'en protéger, les éviter. On peut rien faire. Mais non, en fait. Je me permets d'expliquer ton truc Walking Dead, c'est qu'en gros, c'est une espèce de vision, notamment du racisme, comme étant un truc qu'on attrape et qui se diffuse de proche en proche par le toucher ou par des gouttelettes. Et voilà, une fois qu'on est touché, après, c'est bon, c'est mort en fait. On est enduit de racisme et plus jamais on ne pourra s'en défaire, etc. Ça, Lumière, c'est ce qu'a dit. Lumière, elle tient vraiment un discours de « il faut quand même qu'on aille parler à ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'ils votent pour un parti raciste qu'il ne faut pas aller leur parler, etc. » Mais de toute façon, il faut parler à tout le monde, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, il faut être un peu conscient de qui tu vas pouvoir emmener de ton côté et qui tu ne vas pas pouvoir emmener de ton côté. Et là, vous allez voir, on va la laisser reparler de la plaine de l'Ain, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir 100% des gens ? Parce que tu sais, moi j'ai l'impression qu'elle pense vraiment son projet politique en se disant, il va falloir qu'on ait 100% des gens. On n'a pas besoin d'avoir 100% des gens pour faire une transformation politique dans un pays. Hein. Et surtout, jamais dans l'histoire politique d'un pays, 100% d'une classe à adhérer à un projet. Alors nous, c'est un truc vers lequel on aimerait tendre au maximum, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours eu des ouvriers de droite, des ouvriers d'extrême droite, qui avant étaient les ouvriers de droite. Je vous dis, on va sortir du Piketty là après sur le secteur de Lumière et on va regarder. Mais il y a une forme un peu de naïveté dans la conception de ce qu'est une bataille politique que de penser qu'à un moment, en fait, il faut mettre tous nos problèmes de côté et trouver le truc qui rassemble le maximum de gens autour pour gommer la conflictualité, pour qu'il n'y ait plus de conflictualité et qu'on avance tous ensemble vers un même truc. Pas comme ça que ça va se passer. Hein. Non, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait le graphique justement pour ça. Pour avoir une compréhension des regroupements en termes de problèmes et non pas en termes de débouchés politiques. De l'Ain, plus de 75% des gens font partie des classes populaires. Il n'y a que 6 personnes issues des classes populaires sur 577 représentants et représentantes du peuple. Donc ça doit quand même, à l'Assemblée nationale, merci, absolument nous... Ça veut dire quoi, représentante du peuple ? Tu vois, c'est vraiment, c'est des trucs, c'est très Ruffin pour le coup. À l'Assemblée nationale, oui, il y a des dissymétries de classe. Aujourd'hui, les cadres, par exemple, les cadres supérieurs, les cadres exécutants représentent 20% de la société. Bon, effectivement, ils sont très bien représentés à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, c'est pas l'anti-peuple. J'ai toujours un peu du mal avec ces logiques de, il n'y a pas de représentants. Mais je rappelle que il y a 40, 50 ans, 100 ans, dans toutes les assemblées, on ne représentait pas exactement le nombre de personnes qu'il y a dans le peuple, quoi. Enfin, le suffrage lui-même est fait pour classer des gens spécifiquement possédant des qualités d'expression, de verbalisation, qui sont pas les qualités de toutes les classes sociales. Donc là, on parle d'une chose qui est juste une permanence dans l'histoire de la démocratie libérale, quoi. Enfin, il n'y a pas de transformation. Interroger. Et moi, ce que je constate, c'est que, alors même que le monde politique et le monde médiatique devraient être dans un moment de clarification, nous ne sommes que dans un moment de surenchère, qui est d'ailleurs très souvent de confusion extrême choisie. Et à mon avis, ça n'est pas surprenant. Alors là, je vais te dire un truc. Ce qu'elle vient de dire, c'est incompréhensible. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, je défie. Je comprends pas, moi. Hein. Je défie qu'elle aille voir des gens de l'Ain ou de n'importe quelle campagne en disant je viens parler pour vous avec ce genre de phrase, mais vraiment ça ne veut rien dire du tout. C'est vraiment un discours de plateau télé, mais vraiment c'est le pire truc à faire pour parler des problèmes des gens. Hein. Le surenchère choisi par rapport à la clarification du moment médiatique dans la confusion, l'autre en face qui fait semblant de comprendre la Karim Rissouli. Oui, c'est vrai, il y a de la... Et vraiment c'est... Mais là on est hors sol, quoi. Là on est hors sol. Là on est vraiment dans ce que, à mon avis, les gens de classe populaire ne supportent plus, quoi. Et tu vois, quand tu as dit manque de représentativité, etc. Alors, on l'a pas relevé, mais un petit peu plus tôt dans l'extrait. Et c'est pour ça que toi, Chris, tu réagis et je comprends pourquoi. Elle dit ce n'est plus représentatif. On rappelle que ça ne l'a jamais été. Le mode de la démocratie libérale, qui nous est présentée comme la seule et unique démocratie, qui est même utilisée comme argument pour dire qu'il faut taper sur d'autres pays qui, eux, sont des dictatures parce que nous, on est la démocratie, parce qu'on a un mode de vote où on vote pour des gens avec un relais médiatique qui est tenu par des bourgeois et au final, c'est que des bourgeois qui sont élus, ou en tout cas pas à l'image de ce qu'est le peuple de France où tu as 50% d'employés et ouvriers, etc. Ok, tu vois. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça sert à rien de le déplorer si on n'a rien à proposer en face. Nous, on en a déjà parlé. Je vous rappelle que dans l'ancienne vidéo où on parle de Lumière l'après, j'ai un gros laïus sur Sciences Po et sur le problème que pose le fait
d'avoir des professionnels de la politique, des gens qui étudient la politique, qui en vivent, qui soient les représentants. Ça crée des biais dans la ligne politique, ça crée des biais dans le mode d'organisation. On en a aussi parlé dans la capsule où on parle de l'IS loufoque harcelé par LFI. Nous, on a une proposition à faire là-dessus. On pense que déjà, la démocratie, ça ne se joue pas que dans les urnes. Et là, on va arriver avec nos gros sabots de communistes, mais on rappelle qu'il y a plein d'endroits dans lesquels on ne vit pas en démocratie dans notre vie, particulièrement le travail, et particulièrement Surtout le travail celui-là. dans des entreprises privées. Et donc la démocratie, ça passe peut-être aussi par le fait de reprendre la main sur son travail, d'avoir des pouvoirs décisionnaires qui partent des gens qui bossent dans telle entreprise. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une usine dont le boulot, c'est de produire des boîtes d'œufs. Et ben peut-être que ça pourrait être organisé, pensé, réfléchi par les gens qui travaillent dans ce truc-là, plutôt que par une toute petite partie de grands bourgeois qui disent aux autres ce qu'il faut faire. Ça, c'est une manière de revoir la démocratie. Sur la représentativité électorale, on l'a dit aussi plein de fois, mais le fait que la politique soit un métier, le fait que ensuite on ait besoin d'y rester, c'est un problème. Il faudrait des caisses de cotisation pour que les mandats soient limités dans le temps, révocables, bien sûr, et que les gens, une fois qu'ils ont fini leur mandat ou leurs 2 mandats, puissent revenir facilement dans le monde du travail, qu'il y ait une forme d'indemnité pour que chacun puisse prendre part à un moment, parce qu'effectivement, je ne sais pas si tu es maire de ta ville de 20 000 habitants, bah c'est compliqué de faire ça et de garder un boulot à temps plein à côté. Donc, il faut pouvoir penser de te mettre en retrait de ton boulot un petit temps et de pouvoir y retourner ensuite. Ça, c'est des solutions. Il y a plus largement des questions de comment on recrute les gens au sein des structures militantes, comment on fait rentrer les gens dans les milieux militants, le fait que ça se fasse essentiellement par Sciences Po, etc. Mais regardez les profils des gens qui sont les jeunes députés, les jeunes assistants parlementaires, dans une grande majorité. C'est des profils Lumière la presse, c'est-à-dire des gens plutôt éduqués, qui ont fait Sciences Po, etc., etc. Et ça, c'est aussi lié à la perte des structures militantes, à la perte de la formation militante qui permettait à tout le monde de se mettre à niveau et pas uniquement à des gens qui sortaient des bonnes familles, qui avaient le bon parcours scolaire, etc., pour coller à ce type d'exigence. Donc oui, d'accord, c'est un problème. Maintenant, est-ce que si on met une Assemblée nationale tirée au sort en l'état actuel des choses, en l'état actuel du niveau de brutalité du néolibéralisme, du fait que la pénurie est rentrée dans la tête des gens comme une évidence, etc., vous tirez l'Assemblée nationale au sort, vous mettez 50% d'ouvriers employés, etc., c'est pas du tout sûr qu'on décide pas de faire des politiques pénuriques et des politiques racistes, en fait. Pas du tout. Non, non. Et là, vous allez voir, on va aller sur une take. Donc, elle a dit en gros, les gens sont pas vraiment racistes, ils se posent des problèmes concrets matériels. C'est pas des idéologues du racialisme. Ok, on a expliqué un petit peu en quoi c'était un peu limité comme analyse parce qu'en fait, les deux se répondent. Et donc, la vraie question, c'est la question du projet politique qui est proposé en face. Ensuite, elle a expliqué que des bunkers d'extrême droite, machin, il faut aller montrer qu'en fait, ils sont méchants et tout ça. Ce à quoi on a répondu que non, en fait, la vraie solution, ça reste toujours de proposer un vrai projet politique en face. Et c'est pour ça que les trucs de, en fait, il faut faire élire la gauche, quelle que soit la gauche, etc., bah, c'est un peu un souci. Là, on vient de parler de la question de la représentativité. Et là, je vous laisse voir par quoi commence sa phrase. Mais si on veut recréer de la concorde, et moi, très honnêtement, je le dis frontalement, hein, si vous voulez voir advenir un vrai projet de transformation politique, c'est pas par la concorde qu'on va y arriver, c'est par la confrontation. Ouais, parce que Zoé, quand vous lui parlez de concorde, elle pense pas au fait qu'on soit tous copains. Elle pense là où on a décapité le roi, à la place de la concorde. On veut recréer de la concorde, de l'unité nationale. Il y a des choses très simples que l'on peut faire. Nous savons que plus de 80% des Français et des Françaises sont pour une taxation des hauts patrimoines, pour le retrait et l'abrogation de la réforme des... Alors là, tu vois, c'est absolument incroyable. Elle ne comprend pas que ça, c'est de la technique. C'est-à-dire, c'est sous-jacent à du plus fort de l'idéologique. Les gens sont d'accord pour que les riches payent, etc. Ils sont d'accord, mais ils ne sont pas d'accord dans le projet général qui les inclut. Il y a des gens, si vous leur dites, c'est un projet égalitaire, les riches vont payer, et pas les plus faibles, et pas les immigrés, etc., ils n'en voudront pas. Il y a des gens qui, si vous leur dites, ouais, on va faire payer tout le monde, les feignasses et les riches, d'autres n'en voudront pas. La question d'isoler cette mesure-là n'a pas de sens. La question, c'est est-ce qu'à la fin, il y en a pour tout le monde? Et là, c'est ça qui est intéressant en tant que communiste, c'est que nous, à la fin, si on résout le problème de il y en a pour tout le monde, l'idée même d'en prendre aux riches n'a plus de sens. C'est ça le truc, c'est que elle parle de ça, mais cette mesure de prendre aux riches pour donner un petit peu plus à tous ou un petit peu plus aux Français,
tu vois, soit pacte social égalitaire, mais vraiment dans ce qu'elle pense, soit le pacte raciste, reste une notion de pénurie, c'est-à-dire les ressources sont finies, elles sont malheureusement plus concentrées sur l'un ou sur l'autre, et non, les ressources sont infinies, elles se construisent de manière collective. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Les ressources, ça se fabrique collectivement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne crée pas assez de ressources. C'est pour ça que les gens n'ont plus assez à manger, n'ont plus assez pour se loger, etc. Enfin, n'ont plus assez de services publics. Pourquoi ? Parce que certains en concentrent tellement que d'autres ne peuvent plus en avoir. C'est ça le problème. Mais c'est pas le problème de... Ils en captent, parce que les gens, ils ont pas, tu vois, Zoé, 100 fois le service public. Les gens, ils ont soit le service public, soit ils l'ont pas. Voilà, mais c'est que les capitaux, et là, on va faire du capitalisme, les capitaux sont concentrés, donc les gens n'ont plus intérêt à développer les forces productives, à faire marcher la machine de développement des forces productives, de construction, d'investissement public, d'investissement général, de transformation de l'appareil capitaliste. Et donc, bah, effectivement, c'est ce que Marx a montré. Quand ça se suraccumule d'un côté, tout se paupérise de l'autre, on est dans la crise du capitalisme, quoi. Des retraites, contre la loi du plomb. Tout ça, on le sait. Donc si on veut faire de la concorde et de l'union nationale, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce à quoi on peut s'atteler toutes et tous ensemble. C'est marrant parce que c'est une tech LFI un peu qu'elle a. Tu te souviens, LFI, quand il y avait eu ces trucs sur les sondages, sur les mesures, et qui disaient oui, mais en fait, notre programme, 90% des Français sont d'accord. C'est quand même trop bizarre, du coup, qu'on ne soit pas à 90% dans les sondages, parce qu'en fait, si vraiment on parlait du programme, 90% des Français sont de notre côté. Ben oui, c'est complètement oublié ce que vient de dire Chris, c'est-à-dire qu'en fait, un programme politique, un projet politique global, c'est pas une addition de mesures mises de côté les unes avec les autres. C'est proposer une vision du monde, un futur, une transformation globale. Et moi, je suis un peu provocatrice quand je dis que vouloir la concorde et l'unité nationale, c'est un problème, parce qu'en fait, il va falloir aller à la confrontation, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai. Penser qu'à un moment, on va mettre tout le monde d'accord, dans un moment de crise extrême du capitalisme, où il y a déjà de la brutalité dans la vie des gens, etc., c'est se planter. Et pour pouvoir imposer une vision alternative à la vision de la pénurie, etc., qui est tenue par le RN, mais qui est aussi défendue par le Parti socialiste, par la Macronie. En fait, ça, c'est le résultat des 50 dernières années qu'on a vécu politiquement. Si vous pensez qu'on va pouvoir régler ce problème-là sans aller se cartonner frontalement à tous les artisans de la pénurie, ça va être vraiment très compliqué. Et il y a un truc qui est absent, là, des analyses, notamment de Lumière Laprès, que j'ai écouté, que j'ai lu, etc. depuis. Il y a un truc qui est très absent, c'est de se dire, mais si la pénurie est autant rentrée dans la tête des gens, et si ça leur fait autant voter à Rennes, alors que, en fait, c'est des gens gentils. Quand tu parles avec eux au café, etc., ils sont gentils. Et donc, en fait, ils pourraient voter comme des gentils. La vérité, c'est que on subit aussi la conséquence des politiques, y compris menées par le Parti socialiste et les gens qui y ont été alliés ces 40 dernières années. On subit aussi ça. Et nous, si on a mené une campagne Plus Jamais PS qui va très très loin de cette idée de la concorde, l'unité nationale et tout ça, nous, notre strate ici, c'est de dire il va falloir assumer la conflictualité, il va falloir l'assumer fort, parce que c'est en se fightant qu'on va pouvoir faire émerger un projet politique alternatif. Si on continue à penser qu'il faut faire gagner la gauche, quelle que soit la gauche, et que de toute façon, en fait, ils sont un peu d'accord sur la taxe Zuckman, donc on peut peut-être faire un peu alliance avec eux et tout, on va continuer à se bananer à chaque fois, parce que ce n'est pas ça, un projet politique alternatif qui propose l'abondance, la vraie. C'est bien parce que ce que tu dis là, cette conflictualité, c'est pas bien compris dans le graphique. Il faudrait qu'on refasse une pédagogie là-dessus. Le graphique, c'est une analyse matérialiste, et même marxiste, parce qu'on va voir justement deux ordres fondamentaux du mode de production. La hiérarchie verticale, c'est-à-dire si vous êtes décisionnaire ou si vous êtes exécutant, et puis ensuite vos niveaux de capitaux, de patrimoine sur l'axe horizontal. Et on voit, ce qu'on a fait nous, c'est de montrer que Marine Le Pen, Mélenchon, et même l'abstention, c'est ça qui est intéressant, sont au même endroit. Et donc, d'habitude, dans les graphiques, quand vous voyez des graphiques à deux axes comme ça, vous avez l'habitude de vous dire, ce qui est au même endroit, ça veut dire que c'est similaire. Et donc, il n'y a pas de conflictualité. Non, le graphique, il vous dit une chose importante. Quand vous avez deux points au même endroit, ça veut dire que vous avez les mêmes problèmes de départ. Et à l'intérieur de ça, dans les points politiques, si vous avez RN et voilà, c'est là où il y a une surconflictualité, une conflictualité fondamentale. Ça veut dire que vous êtes dans un même espace et vous réglez les problèmes différemment. Vous êtes deux solutions opposées. Et donc, vous êtes irréconciliables, mais vraiment irréconciliables. L'un ne peut croître qu'en détruisant l'autre. Là où on va dire, paradoxalement, Zemmour
et Marine Le Pen sont très éloignés parce qu'ils sont pas du tout dans les mêmes endroits. Ils ont assez peu de conflictualité. Ils vont pas se rassembler non plus parce qu'ils parlent pas aux mêmes gens, mais au final, ils sont racistes pareil, il y a des degrés différents, etc. Mais ils peuvent pas se rassembler non plus. Et c'est pour ça que ce qui est très important de vous dire, la conflictualité, elle est interne aux classes populaires. Et quand on veut sortir du pacte raciste, de cette vision qu'il y a du pacte raciste, il va falloir affronter le pacte raciste globalement. Il va pas falloir exclure qui est vraiment nazi et qui est un fâché, pas facho. Non, les gens qui votent RN sont tous des gens qui sont pour le pacte raciste. Il y a des gens qui n'en sortiront pas. Comme tu disais, c'est des visions du monde, et à l'échelle individuelle, les divisions du monde, c'est ce qui vous fait sens dans les choses, c'est ce qui vous permet d'expliquer ça à vos amis, à vos enfants, et c'est souvent plus important que la matérialité des problèmes concrets qui est souvent difficile à verbaliser, etc. Tu vois, voilà, les structures mentales d'explication, bah il y a les gentils, il y a les méchants, il y a ceux qui veulent prendre notre travail, c'est fondamental, il y a des gens qui ne sortent pas là-dessus. Puis il y a des gens qui sont encore pour eux, qui ont été racistes, qui ont cru que le racisme était une solution à leurs problèmes, et donc ont été racistes à un moment, qui peuvent se dire, bah en fait peut-être c'est con, peut-être j'ai déconné, peut-être quand, oui en fait c'est pas, ça fait pas sens, oui en fait on pourrait être tous égaux et il y en a assez pour tout le monde. Voilà, c'est ça la bataille politique. Donc il faut sortir de ces deux gauches là, une gauche qui, comme on disait tout à l'heure, considère qu'il y a des gens qui sont racistes par essence, ou voilà, ou que c'est une maladie, ou que c'est une forme d'état de fait qu'il faut juste isoler, voilà. Et puis d'autres qui disent, ah bah non, ceux qu'on va rattraper, ils sont déjà pas racistes. Bah non, ces deux visions là, le ruffinisme et le moralisme, il faut en sortir définitivement. Alors on enchaîne, je vais montrer un truc qui va faire écho avec tout ça. Alors j'avais fait un petit... je sais pas si tu l'avais vu, bien sûr que tu l'avais vu, parce que moi, la chef valide tout ce que je dois poster en temps et en heure. J'avais fait un petit thread, tu sais, avec mes graphiques, là, comme j'apprécie, comme à chaque fois que je sors du municipal. Vous pourrez aller lire le thread, les gens, si ça vous intéresse, c'est sur l'évolution de l'AFI et du RN entre les municipales. Je vais m'attarder sur celui-ci. C'est vraiment la comparaison du nombre de votes pour les listes soit RN, soit FI, au municipal, en nombre de voix, hein, au municipal 2026, les dernières qui viennent de se passer. Pour voir un petit peu, bah, justement, dans les municipalités, quel type de municipalités ont voté plus pour l'un pour l'autre. Donc tout en bas, vous avez la taille de la municipalité, voilà. Et puis de 3 000 à 1 000, de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, bref. Et puis ensuite, vous avez en bleu foncé, là, bleu marine, les nombres de votes pour le RN, et puis en rose, le nombre de votes pour la France Insoumise. Ce qu'on voit qui est extrêmement intéressant, c'est vraiment les deux écarts. Quand tu regardes les toutes petites villes, là, il y a vraiment une implantation du RN. Une implantation qui est très importante depuis 2014, voilà, depuis plusieurs années, qui ne progresse pas, comme on l'a dit. Donc là, effectivement, on voit vraiment que le pacte raciste, c'est celui qui l'a emporté et qui, elle a raison Lumière, hein, fait sens pour résoudre les problèmes de pénurie dans la ruralité, quoi. C'est de dire, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a trop d'étrangers. Et ce qui est ça qui est intéressant, c'est que ce qui est dit dans la ruralité, c'est les gens se disent, ah mais s'il y a un problème de pénurie générale, c'est qu'il y a eu trop d'étrangers. Souvent d'ailleurs dans les villes, souvent d'ailleurs dans les autres villes ou dans les grandes aires urbaines, parce qu'il y a vraiment une opposition entre les deux. Et nous, comme on est resté homogène et cohérent, on n'en veut pas de ça, parce que sinon ça va être la pénurie pour nous aussi. Il y a cette triangulation. Les gens qui vivent, il y a des statistiques là-dessus, les gens qui vivent en mixité sociale votent moins RN que les gens qui vivent sans mixité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une triangulation de la peur qui fait qu'ils se disent « c'est la merde de manière générale depuis 40 ans, je vois que dans d'autres villes qui ne me ressemblent pas, c'est pas mieux, donc moi je veux pas devenir ça ». Et tu vois, cette triangulation de « j'ai pas de mixité, donc je vote pour le pacte raciste ». Et c'est ça aussi aujourd'hui qu'on a, comment dire, du mal à faire rentrer. C'est-à-dire comment on fait croire aux gens que la mixité sociale, qu'ils voient dans d'autres villes qu'ils ne fréquentent pas, n'est pas le problème de la pénurie qu'ils vivent aujourd'hui depuis 40 ans. C'est ce que les gens des autres villes sont en train de vivre ces 40 ans de pénurie eux aussi. À l'inverse, la France Insoumise, elle perce. Là où il y a de la diversité, bah, parce qu'effectivement c'est plus difficile quand vous êtes immigré ou enfant d'immigré, enfin plutôt voilà, immigré de seconde génération, d'être raciste, quoi, voilà. Il y a un peu de logique, mais aussi parce que le projet de la France Insoumise est très adéquat à l'égalité. Quand vous êtes 50-50, une ultra-diversité comme des villes comme Saint-Denis, voilà, ou de banlieue parisienne, bah, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de parier sur l'égalité, parce que sinon parier sur l'inégalité, c'est pas comme dans la petite ville qui est là, rester entre vous et rien changer, c'est pas du conservatisme, c'est aller vers la guerre civile, donc c'est clairement pas possible. Donc la question c'est comment on construit, parce que là on voit que le RN échoue dans les grandes villes, il stagne, voire même il régresse. Là comment on fait pour construire ici une hausse des votes
pour la France insoumise, pour le pacte égalitaire dans les petites villes. Et donc, comment on arrive à implanter que, justement, le pacte raciste n'est pas la solution à leurs problèmes de pénurie. Au contraire, c'est un pacte beaucoup plus égalitaire, d'abondance, de relance, qui parie sur l'intégralité des villes de France et pas simplement sur une partie ou une partie fantasmée. Et donc, c'est vraiment, là, pour le coup, un défi, quoi. Je me permets un petit encart qu'on n'a pas trop dit, mais donc dans les toutes petites villes, je suis concernée. Hein. Moi, j'habite dans un village où on est un peu plus de 500 habitants. Il y a un truc qui a été très peu dit pendant ces municipales, puisque tout le monde s'en bat les couilles, mais il y a eu un changement des règles d'élection municipale dans les petites communes. Avant, dans les communes de moins de 1000 habitants, vous pouviez panacher. C'est-à-dire que vous aviez une liste, je sais pas, une liste constituée de 15 personnes, et puis vous pouviez rayer des noms, en proposer d'autres, etc. Ça permettait d'avoir en fait une forme d'opposition au conseil municipal dans ces toutes petites villes. Aujourd'hui, panacher, ce n'est plus possible, et l'effet concret, alors dans mon village, il n'y a qu'une liste depuis très longtemps, hein, mais dans d'autres villages, ça pose ces questions-là. Pour faire une liste, dans mon village, il faut 15 personnes. Donc déjà, il faut aller trouver 15 personnes qui sont motivées pour prendre de leur temps, pour s'occuper de trucs. En plus, nous, tu sais, comme on est une toute petite commune, on a vraiment un très, très, très petit budget. Donc en fait, tu prends du temps, mais il y a plein de trucs que tu peux pas faire et c'est un peu chaud et tout. Enfin, c'est vraiment... Et puis, c'est des gens qui continuent à bosser à côté, hein. C'est pas du temps plein. Donc il y a cette question-là. Mais alors déjà, c'est dur de faire une liste pour 15 personnes, mais alors faire 2 listes de 15 personnes complètes, c'est très compliqué. Dans les petites villes maintenant, avoir une vraie opposition au conseil municipal, c'est quasiment impossible. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec énormément de petites communes qui n'ont qu'une liste, parce que les règles électorales font que constituer une opposition devient extrêmement compliqué. Je me permets de fermer cette parenthèse, mais j'ai trouvé ça hallucinant à quel point aucun média n'a parlé de ça, alors que c'est quand même un vrai enjeu démocratique qui pose question, particulièrement dans ces petites villes où il y a des surreprésentations de certaines professions, en particulier, Lumière parlait de représentativité, il y a des vraies question de représentativité aussi des élus, notamment dans les petites communes où il y a une surreprésentation des agriculteurs qui, alors certes, sont plus présents en ruralité qu'à Paris, hein, on est bien d'accord, mais en fait, je crois que c'est quasiment 30% des maires de petites communes qui sont agriculteurs, c'est pas du tout 30% des habitants des petites communes qui sont agriculteurs, on est plutôt autour de 5. Donc, il y a une énorme surreprésentation de ces classes-là. Il y a aussi une surreprésentation, tu sais, des médecins de campagne, etc. C'est-à-dire des notables, des gens qui détiennent des terres et tout ça. Et donc, le fait qu'il y ait en plus pas d'opposition au conseil municipal, ça pose des vraies questions démocratiques qui ne sont jamais soulevées. Moi, je vais redire un truc, parce que le panache, c'était aussi très empêchant dans les petites villes pour les gens de gauche. Parce que c'est des gens qui sont plus stigmatisés, enfin les gens qui sont moins conservateurs. Donc c'était aussi je raye, machin. T'inquiète, je l'ai vu chez moi. Hein, tu sais qu'il y a quand même des gens qui ont rayé des noms et qui ont panaché à l'élection municipale chez moi. Et c'est marrant parce que, bref, il y a une personne qui est syndicaliste dans le lot et qui est celui qui s'est fait pas mal rayé. Tu vois, donc c'était pas forcément plus... Mais au moins, ça investissait les gens, effectivement, dans le côté de participer, quoi. Tu vois, là, aujourd'hui, ça fait de l'abstention. Comme tu dis, là, il y a peut-être, effectivement, dans des villes de moins de 1000 habitants, peut-être un mode de scrutin au tirage au sort, tu vois, enfin, qui serait beaucoup plus cohérent que l'élection, parce que l'élection, ça va être monsieur qui connaît tout, enfin, ça va être de l'interpersonnel beaucoup plus que dans une ville de 100 000 habitants où personne connaît tout le monde, enfin, voilà, donc il y a vraiment là une relance démocratique à faire, parce que, effectivement, autant le panachage avait un petit côté un peu commérage, je regarde les noms, enfin, tu vois, j'aimerais bien savoir la moyenne d'âge des gens qui panachaient, tu vois, par exemple... C'est les mêmes gens qui sont derrière leurs fenêtres. Tu vois, mais les voisins vigilants. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, mais par contre, effectivement, si on fait juste l'enlever, on va juste avoir une désertion de cette élection et on va pas relancer le processus démocratique. Donc, tu fais bien de le rappeler, ouais. Ouais, carrément. Et donc là, on va aller, avant d'écouter Benoît Coquart, qui va venir nous dire des trucs basés sur la ruralité, enfin des trucs en tout cas intéressants. Alors après, Benoît Coquart est un sociologue, hein, donc lui, il n'est pas là pour proposer un projet politique, il est là pour faire une photographie de la situation actuelle. Et vraiment, c'est très intéressant. Mais juste avant, on va aller quand même regarder, parce que figurez-vous que Chris est fan de Thomas Piketty. Non, mais Thomas Piketty, c'est comme Emmanuel Todd, ça fait partie de ces gars, sur leur analyse, on n'est pas forcément d'accord avec eux. Mais par contre, ils ont énormément de données qui sont très intéressantes à utiliser justement pour réfléchir en dehors des analyses de Thomas Piketty. Et là, vous allez voir un petit peu, parce que Lumière, elle parle donc de la plaine de l'Ain, là d'où elle est origine, et le RN a beaucoup progressé, et c'est terrible, etc. Et moi, je disais, mais en fait, le projet, c'est pas forcément d'avoir tout le monde qui est d'accord avec nous, hein, ça ne va pas arriver, notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ouvriers ou de classes populaires qui votent aujourd'hui à l'extrême droite, qui ne viennent pas de la gauche, contrairement à ce qui est raconté en permanence de dire les gens qui votaient communiste
communiste, les classes qui votaient communistes sont maintenant devenues des classes qui votent RN, blablabla. Bla, bla. En fait, il y a beaucoup de gens déjà qui se sont transformés, qui ont changé. Il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup moins d'ouvriers qu'avant, donc c'est pas les mêmes types de classes qui votent. Mais en plus, il y a toujours eu des prolos de droite, les copains. Toujours. Et quand vous regardez les zones, notamment de l'Est de la France, où il y a vraiment le RN qui surperforme, quand vous regardez un peu d'historique, quels étaient les résultats électoraux il y a 50 piges, vous allez voir qu'en fait, on est face, quand on parle de la plaine de l'Ain, à un département qui est historiquement avec beaucoup de classes populaires très à droite. C'est ça. J'ai pris l'Ain, du coup, comme tu l'as dit, parce que c'est là dont vient Lumière. Mais si on prend, moi j'aime bien l'élection de 74. Tu sais, j'ai mes marottes comme ça. C'est vraiment une élection gauche-droite. Vraiment une élection où t'as Giscard, qui arrive en 74, qui est un peu le début du néolibéralisme en France, une sorte de transition là-dessus comme ça. Et en face, t'as un seul candidat de gauche, alors pour les gens qui adorent l'Union, Mitterrand, avec les communistes derrière lui, programme commun, 72, etc., qui fait 44% au premier tour. Et donc tu te dis, mais c'est incroyable quoi. Et donc tu te dis, Mitterrand, il fait 44% au premier tour, il fait 49,6 au second. Pour vous dire à quel point l'arithmétique ne fait pas la dynamique, quoi. Il n'a aucune dynamique au second tour. Et moi j'aime bien cette représentation parce qu'en fait ça va vous montrer, je vais vous montrer les votes Mitterrand au second tour en 74, ici. Et donc vous voyez, donc on a 49,6%, ça c'est la moyenne. Et puis vous allez avoir tous ceux qui vont être au moins supérieurs ou inférieurs. Et là vous allez comparer en 74 les proportions d'employés ouvriers qu'il y avait dans ce même territoire. Et quand on regarde dans la plaine là, donc les plus foncés, c'est là où il y en a le plus, des employés ouvriers, voilà. Et quand on regarde par exemple, ça c'est fondamental, des chanfronniers, alors s'il y a des gens de l'Ain, vous me direz ce que c'est, 90% d'ouvriers, donc tu dois avoir une usine ou deux à côté, etc. 90% d'employés ouvriers dans cet endroit, seulement 40% qui votent Mitterrand en 74. Tu te dis, mais c'est un délire, les mecs votent à droite, quoi. Pareil, 76% d'ouvriers au Perron, 38%. Enfin, on a des territoires ultra ouvriers qui votent très très peu pour Mitterrand, qui était en plus allié aux communistes à l'époque, donc vraiment pour un programme destiné aux ouvriers, quoi. Donc vraiment, on a ici l'expression de, oui, les employés ouvriers ont longtemps voté gauche-droite, quoi. Ce qui faisait qu'effectivement, ils étaient obligés de les avoir dans les partis socialistes ou partis communistes. C'est qu'ils étaient 40% de la population. 50% avec, si tu les additionnais. Tu vois, regarde, moyenne nationale des employés ouvriers en 74, 58%. Aujourd'hui, employés ouvriers, c'est entre 35 et 40%. Donc c'est pour ça aujourd'hui que des partis politiques sont moins concentrés sur les intérêts ouvriers. Pourquoi ? Mais parce que en fait, ça ne fait pas une masse, ça ne te fait pas basculer. Donc l'idée même que les ouvriers auraient été de tout temps à gauche et jamais à droite, voilà, tout ça c'est vraiment à déconstruire. C'est faux et archi faux. La façon dont les ouvriers votaient a toujours dépendu du type de territoire, du type d'entreprise à laquelle ils appartenaient. Est-ce que c'était des petites et grandes entreprises, des entreprises qui étaient syndiquées ou non? Est-ce que c'est des entreprises qui avaient un historique? Parce que si on reprend un peu de recul là-dessus, regarde, si tu vois, je vais prendre 74, tu vois, c'est intéressant dans des ruralités. Tu vois, on va prendre dans le 59 où tu vas trouver en 74 au second tour. Là, t'as vraiment des bastions qu'on vote 100% Mitterrand, parce que là, t'as que des gens qui ont voté majoritairement Mitterrand, parce que c'est les territoires du Nord, historiquement de gauche. Enfin, je veux dire, Mitterrand, là, il est élu. Il n'y a pas un territoire, il n'y a presque pas une commune. Il y en a où il est inférieur à 50, quoi. Et pourtant, c'est des territoires qui ont aussi, tu vois, tu prenais des 75%, là, il fait 59. Là, il faisait que 40 dans des territoires de l'Ain, etc. Donc, vraiment, cette idée que les ouvriers votaient à gauche et puis c'est d'autres gens qui votaient à droite et puis qu'en fait maintenant les ouvriers se sont mis à voter à droite, non, c'est faux et archi faux. Les ouvriers ont toujours été partagés entre la gauche et la droite, entre un projet de communisme, de mise en égalité de tous, voilà, qui était le projet communiste et socialiste, et puis un projet national, organique, que pouvait incarner le gaullisme, la droite, le chiracisme, et puis maintenant qu'incarne le RN avec beaucoup plus de racisme, quoi. Oui, donc voilà, toujours un peu ce mythe de la concorde. Enfin, vraiment, moi, je pense qu'il faut sortir de ça, de l'idée qu'à un moment, tu vas proposer un projet, en fait, 85% des gens vont être d'accord et tout. Non. Déjà, pour bouger vraiment des gens, tu as besoin d'une petite partie de gens très motivés, très engagés, pour ensuite emmener une majorité qui n'est pas une majorité totale, en fait, qui est un 50-60% de gens qui ensuite suivent et adhèrent à ton projet, avec un 5-10% de gens très, très, très motivés qui sont à la locomotive.
T'as pas besoin de 100%. Il y a des gens avec qui il va falloir se taper. Se taper politiquement, évidemment, pas physiquement. Mais il y a des gens avec qui il va falloir aller se cartonner. Quand il y a des discours type gna gna gna, les cassos, de toute façon, elle a encore fait un môme, elle, alors que c'est quatrième môme avec le quatrième père différent et machin. Ouais, de toute façon, lui, il branle rien, il est en arrêt depuis 3 ans, soi-disant qu'il a mal à l'épaule, mais en fait, c'est un feignant, etc. Et les gens qui pensent comme ça, il va falloir se les cartonner, en fait. Il va falloir aller dire, nous ne sommes pas d'accord avec ta vision du monde, nous en avons une autre à proposer. Et ça va pas être, oui, alors tu sais, en fait, peut-être que si tu parlais avec lui, tu te rendrais compte qu'en fait, il est gentil et qu'il a vraiment mal à son épaule et tout. Enfin, faut assumer une forme de conflictualité, c'est pas grave. Et d'ailleurs, si jamais tu imposes un autre type de projet politique, il y a des gens qui étaient opposés à toi au moment de le mettre en œuvre qui ensuite suivent. Regardez ce qui s'est passé, je sais pas, avec l'histoire des droits des femmes, par exemple. Le suffrage pour les meufs, il y a plein de mecs qui étaient pas du tout d'accord, en fait. Et il a pas fallu attendre de faire la concorde avec les mecs pour que 100% des mecs soient d'accord pour que les meufs puissent voter. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je suis pas pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, il y a quasiment plus un mec qui est contre le droit de vote des femmes parce que les mecs, on leur a tordu le bras et maintenant ils ont concédé. Il reste 2-3 trucs sur lesquels il faut qu'on les fasse concéder encore. Ne lâchez rien. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une vue de l'esprit de penser que la politique, ça se fait en mettant les gens tous d'accord autour d'une table, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut du conflit, il faut assumer une radicalité et du conflit pour pouvoir faire advenir du changement. Et donc Benoît Coquart, qui justement travaille sur les mêmes territoires, va nous finaliser tout ça, tout ce qu'on a dit sur la pénurie et tout, parce que je pense que là, il va beaucoup plus loin que Lumière. Donc, petit rappel, Benoît Coquart, sociologue, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ceux qui restent, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, qui est un excellent bouquin. Vraiment, allez le lire. C'est une étude faite sur le vote RN des zones rurales du nord-est de la France, précisément de la Haute-Marne, il me semble, qui est vraiment à mettre aussi en balance avec le bouquin de Félicien Faury, qui est aussi un sociologue qui a étudié le vote RN, mais lui plutôt le vote RN du Sud, qui est quand même... Il y a des vraies différences sociologiques, etc., sur ces deux types de votes, même s'il y a un socle commun, et notamment sur le pacte raciste. Et je me permets, parce que Félicien Faury et Benoît Coquart sont toujours cités tous les deux, parce qu'effectivement, c'est très intéressant, je me permets d'en rajouter un troisième qui n'est jamais cité, mais c'est normal, c'est écrit par des meufs et ça parle de meufs, donc tout le monde s'en bat les couilles. Mais il y a aussi un bouquin très intéressant de Sophie Orange et Fanny Renard qui s'appelle « Des femmes qui tiennent la campagne » et qui, elles, ont étudié ces femmes en ruralité, leur place dans le monde social et notamment toutes les potentialités progressistes. Elles le diront pas comme ça, elles, parce qu'elles, ce sont des sociologues, donc elles font plutôt un travail, on va dire, descriptif et analytique. Moi, je suis une militante politique, donc le boulot des sociologues, je le prends et je m'en sers pour le mettre au profit de mon projet politique, parce que moi, mon objectif, c'est de transformer des trucs. C'est pas juste de bien les comprendre, on va dire, mais c'est normal, chacun son taf. Tu veux dire qu'il y a une sorte de filiation entre sociologue et militante? C'est intéressant. Et donc vraiment, je vous conseille ce troisième bouquin qui n'est pas assez lu, je pense, parce que c'est vraiment de la nourriture intellectuelle pour la gauche pour comprendre ce qui se passe. Et donc moi, je vais rajouter une femme aussi, tu vois. On parle souvent de ça. Violaine Girard, comme Faury et Benoît Coquart, qui a travaillé aussi sur ces sujets-là. Donc, on a réussi à mettre 3 femmes et 2 hommes dans les citations de sociologues. Nickel. Quel banger. Et voilà, moi je l'ai déjà dit, mais le bouquin de Coquart est quand même très centré sur les mecs, pour plein de raisons, et d'ailleurs il le dit dans son bouquin. Et du coup, je trouve que vraiment le bouquin des femmes qui tiennent la campagne est un truc vraiment complémentaire pour comprendre la place des meufs dans ces dynamiques-là. Et donc là, on va écouter Benoît Coquart, let's go. Simplement, ce que moi, mes enquêtés me disaient, c'est qu'ils avaient toujours cette envie d'une conscience collective. Ils disaient, on est obligé en fait d'être solidaire de quelques personnes autour de nous, parce que être tout seul, c'est être complètement en fait précarisé. Pour avoir un emploi, puisqu'il y en a moins qu'avant, faut être entre guillemets pistonné. Faut être solidaire. Mais ils m'appelaient généralement le bisounours. Moi, quand je leur disais, qu'est-ce que tu penses du syndicalisme, que tu penses? Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, dans le pacte raciste, ce que c'est, comment ça se fabrique, c'est que tu cherches une solidarité abstraite ou concrète d'entre-soi pour pouvoir survivre à la pénurie. Et là, il arrive, il va dire un truc, je pense, il est de gauche, Benoît Coquart, comme tous les sociologues, mais presque, quasiment. Mais voilà. Mais il va dire, mais le syndicalisme, c'est une sorte de solidarité aussi. Et là, les gars, ils vont dire, ils rigolent, quoi. Ils rigolent, je pense.
Déjà, parce que je pense que dans les territoires dont il parlait, en fait, ça n'existe pas le syndicalisme. Les territoires de la ruralité, c'est des petites boîtes récentes, où ça bouge beaucoup, où il y a beaucoup d'intérim, où il y a beaucoup de femmes aussi qui se syndiquent moins. Donc c'est une forme de solidarité qu'ils ne connaissent pas et donc sur lequel ils vont pas envisager du tout de pouvoir fonder un pacte social là-dessus, c'est-à-dire de l'étendre. Alors que machin, je le connais, il est comme moi, il est proche, etc. Ça, c'est déjà le début d'un pacte raciste, d'entre-soi, etc. C'est très facile à étendre au niveau national. Et c'est comme ça que ça se fabrique, quoi. C'est très intéressant parce que du coup, comme je vous disais, j'ai lu et écouté Lumière Laprès pas mal. Et c'est vraiment un discours qu'elle tient sur le syndicalisme. Elle parle notamment d'une expérience qu'elle a faite dans un entrepôt logistique, donc de préparation de commandes, etc. Elle dit d'ailleurs à quel point le travail est, alors elle n'utilise pas le mot, mais elle parle un peu d'aliénation du travail, mais en fait, elle parle surtout d'abrutissement. Et ça serait intéressant un jour qu'on revienne dessus, mais voilà, où elle dit, en fait, dans un entrepôt logistique, les gens ne voient qu'une petite partie de leur travail, ils mettent un petit carton dans un grand carton et ça n'a pas de sens, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment sa conception à elle, avec son parcours scolaire, etc., de ce qu'est le travail dans un entrepôt logistique, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui bossent dedans et qui savent très bien quel est le sens de mettre un petit carton dans un gros carton, qui savent ce qui va avoir lieu ensuite et tout. Et c'est pas tellement ça qui pose question, c'est plutôt le fait de qui décide au travail, qui organise le travail, qui décide de la manière dont on s'organise pour faire le travail, plutôt que la tâche elle-même qui serait abrutissante. Ça, c'est une parenthèse. Mais elle dit aussi, dans cet entrepôt, donc c'est la pénurie, etc., et tout le monde est en concurrence pour choper le CDI. Tu vois. Tous les intérimaires sont en concurrence pour espérer choper le CDI, parce que le CDI, ça va te permettre, même si tu as un salaire pas ouf, de pouvoir obtenir un prêt à la banque pour pouvoir acheter une baraque, pour pouvoir avoir accès à la propriété immobilière. Et elle dit que c'est dommage, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait dire à ces gens, c'est « Mais regarde, plutôt que tous se battre pour 3 postes d'intérim alors qu'on est 150, on pourrait tous se syndiquer et imposer un taux d'intérim maximal à la boîte et la forcer à nous faire des CDI. » Alors, oui, moi je suis évidemment d'accord avec ce projet, mais comment dire ? C'est passer à côté de la question centrale qui est comment on met les gens en mouvement pour ce projet-là. La vraie question, Lumière, c'est pourquoi ça marche pas ? Pourquoi, quand tu vas dire ça dans l'usine, ça marche pas ? Profondément parce que, en fait, tu vois, c'est la même réponse qui est faite à Benoît Coquart en disant « T'es un bisounours ». Il est rentré dans le crâne des gens que l'alternative n'est pas possible. Ce n'est pas possible, car il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il faut venir tenir un discours d'abondance avant de venir tenir ce discours-là. Si le discours d'abondance n'est pas tenu, mais de manière solide, c'est-à-dire comment on finance en partant des besoins, etc., parce qu'il y a vraiment des trucs à dire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous, on porte une critique assez radicale à certaines pensées écologistes qui sont aussi des pensées de la pénurie. Quand on va dire on consomme trop, etc., etc. Même si je comprends très bien ce que veulent dire les gens quand ils disent ça, dire on consomme trop à des gens qui sont intérimaires dans des usines d'agroalimentaire, qui n'arrivent pas à payer leur essence et qui galèrent à payer leur prêt de baraque, c'est inaudible. Vous êtes inaudible quand vous dites ça. Et surtout, vous ne permettez pas de vraiment penser le fait que si il y en a largement assez pour tout le monde, c'est une question de comment on se donne des moyens et c'est une question de reprise de pouvoir. On ne veut pas taxer les riches pour qu'ils partagent un petit peu tout ce qu'ils nous ont volé, on veut tout leur reprendre. Et ce n'est pas du tout, même si à la fin on a l'impression que c'est la même chose, c'est-à-dire vouloir prendre de l'argent qui a été capté et le remettre à un autre endroit, en fait c'est profondément différent. Non, mais en plus, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment rien comprendre aux structures sociales de l'état du capitalisme en France. Justement, l'intérim, c'est justement fait exprès pour que, si t'as un taux horaire plus haut, le mec, il prend une autre boîte d'intérim, quoi. Tu vois, je veux dire, vraiment, c'est la déstructuration néolibérale, le statut d'auto-entrepreneur, l'extension de l'intérim, c'est justement d'avoir fait en sorte de désapproprier les entreprises de leurs salariés. Être intérimaire, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire travailler à un endroit payé par un autre employeur. L'intérim, c'est l'extension de la grande industrie au fait de vendre sa force de travail. Avant, vous vendiez votre force de travail directement au tâcheronnage, c'était le capitalisme de Marx, et donc vous aviez très peu de moyens de négocier. Puis ensuite, il y a eu des droits des salariés et des contrats de travail qui ont permis de négocier, mais ça s'est fait dans des phases aussi de plein emploi et tout. Et maintenant, on a fait en sorte que la vente de force de travail dans un monde de chômage, etc., soit donnée à des patrons.
C'est-à-dire que vous allez amener votre force de travail à l'agence d'intérim et c'est elle qui négocie pour vous. Voilà. Donc vraiment, tenir ce genre de truc, c'est même, tu vois, fantasmer le syndicalisme, ne pas même comprendre pourquoi il a baissé ces derniers temps, justement par toutes ces transformations du travail qu'il faut interroger, etc. Et c'est, ouais, on peut pas dire mieux que bisounours, mais c'est d'une candeur, c'est gênant. Et là, effectivement, qu'elle se fasse rembarrer, elle le voit comme si elle se disait mon discours il a été mal tenu ou j'avais pas les bons arguments. Non, en fait, le problème, c'est que t'avais moins connaissance concrète du rapport de force et de la lutte réelle que les gens à qui tu t'es adressé, quoi. Tu te crois en avance, mais tu es en retard. C'est ça qui est problématique, quoi. Des vocabulaires, des mobilisations en termes de classe, la classe ouvrière. Ils disaient, mais nous, on peut plus faire ça, en fait. C'est les générations d'avant, parce que nous, on est en concurrence les uns avec les autres. Et quand on vit, et c'est un peu la même chose dans les quartiers, moi, c'est pour ça que les gens que je voyais, j'ai travaillé un petit peu avant sur les quartiers populaires en Ile-de-France, et en fait, il y a une très forte interconnaissance dans tous les cas. Donc, ce que le voisin a de plus que vous, ou la manière dont il va passer avant vous dans la pile d'emploi pour avoir la bonne place, par exemple, d'ouvrier, de technicien. Ça, c'est intéressant, justement, tous ces dispositifs de mise en concurrence, de choisir des ressources. Tu vois, t'as un poste de technicien qui se libère, si tu connais machin, etc. Là, on voit vraiment la pénurie. Là, il en parle vraiment bien. Pénurie d'emploi, pénurie de biens. Et qui dit pénurie d'emploi, dit pénurie pour se loger, dit pénurie... Enfin, c'est vraiment un cercle de... Il faut se démerder chaque jour pour ne pas manquer, quoi. Tu sais, ça rappelle presque même les récits qu'on pouvait voir sous l'occupation, tu sais, de marché noir, de combinards, etc. Enfin, on en est là, quoi. Enfin, faut vraiment tout reconstruire. À la mairie, que tout le monde attend, que le gars parte en retraite, là, va y avoir une jalousie et des conflits qui vont perdurer autant que les amitiés qui les ont précédés. Et du coup, ces espaces-là, ils se ressemblent beaucoup. Et je pense que c'est là où la politique, à un moment donné, elle peut mobiliser tant qu'elle veut, avec les rhétoriques qu'elle veut. Quand les gens sont en concurrence structurelle, notamment pour l'emploi, pour l'accès aux moindres ressources qu'il y a devant eux, ça peut pas marcher, ces grands discours rassemblés. Voilà. C'est là où, effectivement, l'effort collectif et le projet doit, lui... C'est pas les gens qui sortiront de la pénurie d'eux-mêmes. Ils vont même pas sortir de la pénurie par le syndicalisme. Il faut pas non plus se voler la face. Il va falloir un débouché politique qui, lui, relance les forces productives, sort du capitalisme et du marasme, quoi. Voilà. Ça semble un peu abstrait quand on dit ça, le projet, le débouché politique et tout. Mais là, du coup, vous avez capté, la priorité, c'est qu'il va falloir mettre de la thune. Hein. Il va falloir arroser, et arroser avec de la puissance publique. C'est pour ça que nous, on grince des dents quand LFI arrive en disant des trucs du genre « Oui, nanana, on va s'appuyer sur les petits patrons, on va refaire les pulls des gendarmes en France et tout ça. » Parce qu'en fait, là, ce dont on a besoin, c'est de nationalisation massive et d'injection massive d'argent public. Que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, etc. Mais même, tu vois, moi, plutôt que financer une petite PME locale qui va faire elle-même son coton, machin, pour faire des pulls aux gendarmes, mais on veut une putain d'usine nationale de production textile pour tous les textiles nécessaires pour la fonction publique française et pourquoi pas la mettre dans la plaine de lin chez Lumière. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut un truc et nous, on va même encore plus loin. Nous, on va dire militants communistes, c'est que dans le genre projet de l'abondance, etc., Lumière, à un moment, je l'ai entendu parler de la propriété immobilière. Et de dire, en fait, les gens, à partir du moment où ils ont un prêt immobilier, ils ont des traites à payer et ça leur fait des structures mentales qui font qu'ils ont peur de perdre, ils ont peur de manquer, etc. Alors, moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que, quand t'es locataire, t'as aussi besoin de payer un emprunt qui est l'emprunt de ton proprio, hein, mais il faut quand même que tu le payes. Donc, t'es aussi mis dans cette situation. Mais surtout, deux, c'est ne pas comprendre, par exemple, comment tu peux vraiment proposer un projet d'abondance en partant de la distribution de la propriété immobilière. Et ça, je m'adresse aussi, Chris, tu le sais très bien, mais à nos camarades qui parfois sont complètement teubés sur les questions de propriété parce que nous sommes des communistes et qui se disent « Ah, gna gna gna, voilà, du coup, les seules politiques de logement qu'on va aller proposer, c'est des trucs genre logements sociaux, quoi. » Voilà, on va produire des logements sociaux, etc. Alors, moi, je dis pas qu'il faut pas en faire, il faut en faire. Il y a une telle tension sur le marché du logement. Il y a des gens qui sont littéralement à la rue avec des enfants. Enfin, donc évidemment qu'il y a une urgence absolue. Mais la vérité, c'est que vous faites rêver personne, hein, avec votre histoire de logement social. Personne ne se dit, moi, mon horizon de ma vie, c'est de pouvoir avoir un logement social. À part une frange très particulière qui sont des vieux militants qui ont des salaires qui vont plutôt bien et qui se targuent à 60 ans de dire je suis toujours dans mon logement social, moi je ne suis pas propriétaire et tout. On verra ce qui tombe à l'héritage, comme oui, c'est ça. Je pense pense particulièrement à Gérard Filage qui avait sorti ce genre de truc et là vraiment, mais je suis désolée, mais c'est vraiment être complètement à l'ouest là-dessus.
La distribution de la propriété immobilière, c'est le sujet où vous allez parler d'abondance et ramener des gens. Un des sujets, notamment avec le partage du temps de travail et tout, mais ça. Et quand on dit distribution de la propriété immobilière, c'est bonjour, comment tu t'appelles ? Combien te coûte ton prêt ? Écoute, on vous propose un rachat de prêt. On propose une banque nationale qui fait des prêts à taux zéro ou quasiment zéro. Ça, c'est des vraies mesures qui changent la vie des gens. Ça, c'est des vraies mesures où tu dis, en fait, il y en a assez pour tout le monde. Il y a assez de logements. Il y a assez d'argent pour acheter des logements. Tout ça, on en a assez. Donc, on va virer les intermédiaires, notamment bancaires. Enfin, il faut voir. Alors, je sais pas, tous les gens qui ont fait un prêt immobilier et qui regardent cette vidéo le savent, mais il y a plein de gens qui ont été locataires toute leur vie qui ne le savent pas. Quand vous faites un emprunt immobilier, quand on vous dit vous empruntez à 2%, à 3%, c'est pas t'empruntes 100 000 balles et tu rembourses 102 000. Hein. Non, c'est chaque jour les intérêts. C'est 2% tous les jours. Donc, en fait, tu te retrouves avec des prêts qui te coûtent 20%, 30%, 50%, 100% de la somme que tu empruntes. Donc, c'est aujourd'hui monstrueux. Qu'on soit clair, à l'époque, quand les taux étaient très bas, quand vous empruntiez 200 000 euros, vous remboursiez presque 300 000. Donc, quand les taux remontent, là, c'est 2 fois que vous remboursez. Enfin, c'est énorme, c'est monstrueux. Voilà. Et ça n'existe pas, hein, le défaut sur le crédit immobilier. C'est 0,18% le taux de défaut sur des crédits immobiliers. Les gens, ils remboursent leur crédit. Et ils sont pas conservateurs parce qu'ils remboursent leur crédit. Ils sont conservateurs parce qu'ils se sont projetés dans leur propre habitation. C'est ça, ils n'ont pas envie de se faire virer de chez eux. Et ce chez eux, il a un sens justement de ne pas être attaché à un tiers à qui on file de la thune et qui est un maître justement parce que lui, il a de l'argent, il a des biens et pas vous. Ça devrait être profondément socialiste, quoi. Et nous, on dit la distribution de la propriété aux gens qui habitent ces logements-là, c'est permettra de détruire les bailleurs et de créer une vraie contre-hégémonie à la suraccumulation de la propriété, que tout le monde puisse pouvoir justement contrecarrer des grands propriétaires contre d'autres qui n'ont rien du tout. C'est exactement ce qu'a fait Lénine en voulant distribuer la terre aux paysans en 1915, je le rappelle. Oui, carrément. Et donc ça, c'est des mesures concrètes et c'est beaucoup plus changeant dans même le projet de société que tu as, parce que ça nécessite de t'attaquer au système bancaire, etc. Ça veut dire qu'il faut mettre un petit rapport de force un peu costaud. Hein. C'est pas la Concorde. Hein. C'est pas du tout la Concorde, ça. C'est pas un truc où tout le monde se met autour de la table et tout le monde est d'accord. Non. Ça va être de la confrontation violente. Il va falloir imposer le rapport de force, notamment avec des financiers, etc. Ça va être dur. Hein. Mais ça vaut le coup. Et là, pour le coup, vous faites de l'affrontement où vous refaites une unité qui est un petit peu plus intéressante et notamment une unité de classe. Autre truc, rapide, hein, mais les assurances. Assurance publique pour tout. Alors, assurance santé, bien sûr, vous savez, on vous rebat les oreilles toute la journée sur cette chaîne avec le 100% sécu. Pourquoi c'est beaucoup plus performant que les assurances privées pour la santé ? Ça coûte nettement moins cher, c'est plus efficace pour gérer les soins, etc. Bien sûr, mais toutes vos assurances, hein. Votre assurance de bagnole, votre assurance responsabilité civile, votre assurance de maison, etc. Tout ça, c'est des coûts monstrueux qu'on pourrait mutualiser. Donc, une assurance publique, machin. On vous a aussi parlé d'investissement massif, de nationalisation et tout. C'est ça, en fait, qu'il faut proposer. C'est l'abondance. Il faut montrer qu'il y a assez. On a assez pour chacun. Et donc, il va falloir massivement faire un choc d'abondance, etc. Et ça nécessite aussi de reprendre la main sur tout un tas de filières décisionnaires et tout ça. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose que de se dire alors est-ce que tout le monde est d'accord pour faire la concorde sur le fait qu'on va taxer un peu les riches et tout. On n'est pas dans la même chose là. Et du coup il faut pas se tromper de sujet. Je te jure, quand je l'ai vu dire, mais je captais, hein, se dire oui en fait mettre comme rêve aux gens de vouloir être propriétaires de leur baraque, ça participe un peu au fait de les rendre Rassemblement national et tout. Je pense vraiment que c'est une erreur de lecture et qu'il faut comprendre ce que c'est que proposer une vraie alternative et pas appeler de ses voeux un truc qui n'a pas les conditions concrètes matérielles pour exister, genre refaire une syndicalisation massive magiquement dans des entrepôts où il y a 80% d'intérimaires, quoi. Même si c'est aussi des trucs sur lesquels il faut bosser. Ce qui en plus est faux, hein. On va pas reprendre les données de Piketty là, mais les taux de propriété dans les années 70-80 sont énormes, justement à la fin de la guerre, parce qu'il y a beaucoup de biens à transformer. On va finir coquard, mais ce que tu dis là est quand même fondamental. On est dans une phase où on n'est plus à relancer, là. On est sorti d'une guerre larvée de 40 ans. Il faut tout reconstruire de A à Z. Et la question n'est pas est-ce qu'on en a les moyens, la question c'est est-ce qu'on s'en donne les moyens ? Sorti de la guerre, il n'y a plus rien. Et on crée de la monnaie, on reprend la souveraineté sur la monnaie, on reprend la souveraineté sur le travail, on reprend la souveraineté collective et démocratique sur le patronat.
Voilà, c'est aussi ça. On sort du chômage, on revient vers le plein emploi, on construit en masse. Voilà, enfin, on est dans ces niveaux-là. On invente de nouvelles énergies. Je rappelle, on invente l'énergie nucléaire. Une énergie qui est impensable pour du capitalisme privé. Voilà, donc il faut faire exactement la même chose. Il faut que la France Insoumise se donne un programme de reconstruction totale de la France après la guerre néolibérale, quoi. Parce que c'est le chacun pour soi qui l'emporte. C'est pas complètement le chacun pour soi, parce qu'on dit si t'es tout seul, t'es plus rien. Ça, il y a une conscience en fait qu'on ne peut pas se replier sur soi et qu'il faut faire des liens. Et il y a beaucoup de liens. Et les gens essayent tout le temps de faire des liens, mais ils se heurtent en fait à des logiques qui les dépassent, à des logiques structurelles. Quand il n'y a pas de boulot pour tout le monde, vous pouvez pas être ami avec tout le monde. Et voilà, la conclusion est magnifique. Quand il n'y a pas de boulot pour tout le monde, vous pouvez pas être ami avec tout le monde. Donc vous comprenez pourquoi le pacte raciste fonctionne. Quand il n'y en a pas assez pour tout le monde, il y aura toujours des ordres, des matérialités sociales pour hiérarchiser les gens. Ça sert à rien de séparer la pénurie d'un côté, le racisme de l'autre. Ça va ensemble. Quand vous voulez changer les ordres typiques, on a parlé de l'ordre noblesse, tiers état, il faut changer le mode de production qui va avec. La pénurie et le racisme vont ensemble. Si vous voulez attaquer que le racisme sur un plan moral, sans la pénurie, vous aurez toujours le racisme. Si vous voulez attaquer que la pénurie, sans attaquer le racisme, vous aurez toujours la pénurie et le racisme. Donc vraiment, il faut sortir de cette dichotomie que l'UMIR, l'après, incarne. Sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que nous sommes en campagne de financement pour notre association La Brèche. Je ne vous refais pas tout le speech, nous avons fait un short dédié, si vous voulez aller voir sur YouTube. Mais en gros, on fait des tas de trucs, on a envie d'en faire beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur 2026. On est aussi en train d'ouvrir les adhésions de fou. On a très hâte de pouvoir tous vous accueillir. Mais pour tout ça, pour pouvoir faire tourner une orga qui commence à être quand même assez conséquente, avec plusieurs dizaines de personnes qui militent à l'intérieur, on a besoin de moyens pour pouvoir bien structurer. On a aussi envie d'organiser pas mal de formations. Tout ça, ça nécessite qu'on puisse avoir des moyens et qu'on puisse avoir des moyens qui soient pérennes, pas dépendants des plateformes, pas dépendants du cours du dollar. Ce qui nous aide le plus, c'est que vous nous aidiez par des dons réguliers sur le Tipeee, que vous trouverez en barre de description. Vous pouvez également, bien sûr, aller lire la revue Position Revue, voir les autres chaînes, voir les chaînes On ne veut plus, voir la chaîne de Padu, la mienne, peut-être qu'un jour il y aura des trucs, mais comment vous dire, j'ai pas assez de temps, mais un jour j'en aurai. On a plein de super idées, par contre. Oui, donc, j'ai quand des ça va idées de dingo. Quand ça va sortir, vous serez pas prêt. Ça va être un banger, mais c'est pas tout de suite. Enfin, quoique, on ne sait pas. Ça se trouve, peut-être que je vais me réveiller un matin et me dire « Allez, c'est bon, j'ai le temps !» Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut.